Lui avoir parlé au téléphone, j'ai décidé de l'inviter dans le programme et c'est une des seules personnes que j'ai rencontrées dernièrement qui arrive de France et qui peut passer, disons, nous donner quelques nouvelles de France. Bienvenue au programme franco-américain. Bonjour. Et merci beaucoup d'être venu. Si je comprends bien, vous êtes, disons, un touriste aux États-Unis, disons un touriste assez de longue durée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Et vous aurez peut-être quelques idées à partager avec nous, vos impressions des États-Unis. Mais pour commencer, comme tous les invités que j'invite au programme, je vais vous demander, ça fait donc un mois que vous étiez en France. Lorsque vous étiez en France, vous avez sûrement remarqué quelque chose de nouveau, étant donné que ça faisait un an que vous n'y étiez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a semblé nouveau? La seule chose à laquelle j'ai vraiment assisté, c'était une manifestation contre le racisme et contre une nouvelle loi qui devait passer et qui demandait une nouvelle façon de nationaliser les immigrants, ou plutôt les enfants d'immigrants, Oui. d'immigrés. Et la seule chose que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup moins de gens à cette manifestation. Oui, beaucoup moins qu'habituellement. J'ai participé à toutes les manifestations depuis que SOS Racisme a été créé et évidemment depuis la Bastille, depuis la Concorde, il y avait je sais pas, à peu près 50% des gens qui habituellement y étaient. Ah bon, donc ça c'était vraiment étrange parce que je croyais... Est-ce que vous trouvez peut-être que est-ce que c'était tout d'abord organisé par SOS? C'était organisé par SOS Racisme, mais par le MRAP aussi et finalement c'est assez politisé. Okay. Tout compte fait, pour revenir, disons, à la raison de ces manifestations, pour l'instant, d'après les statistiques du journal, si je comprends bien, 10 à 15% des Français sont d'extrême droite. Et en conséquence, ce sont ces 10 à 15% qui sont contre l'immigration et contre la nationalisation de ces gens-là, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que 10 à 15% de Français vous diront qu'ils votent Le Pen, mais qu'ils ne sont pas racistes. Ah bon? Oui. Ils ne sont pas racistes, mais ils ne veulent quand même pas d'immigrer. Pas d'immigrés en France. Oui, personne ne va dire je suis un raciste. Je ne suis pas un raciste, mais je veux pas en entendre parler. Oui. Et oui, effectivement, c'est ces gens-là qui sont contre les immigrés, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont contre les immigrés en France, mais qui ne vont pas voter pour Le Pen, qui vont voter à droite, disons pour Chirac. Ou à gauche pour Mitterrand. Oui, mais qui seront contre, bien qu'à gauche, les gens ne diront pas qu'ils seront contre les immigrés. Oui, la gauche, alors c'est complètement l'opposé. Oui. Ouais. Pour revenir à une question qui vous concerne sûrement en ce moment, étant donné que vous essayez d'immigrer aux États-Unis vous-même, est-ce que vous trouvez que c'est très difficile, disons, d'immigrer aux États-Unis en comparaison avec la France? Oui, je crois que c'est vraiment très difficile d'immigrer aux États-Unis. En France, c'est déjà un peu plus facile parce que toute la communauté européenne a le droit d'immigrer les uns chez les autres. Oui, donc, disons, ils essayent de faire de l'Europe des États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Donc exactement. Entre les Européens, c'est beaucoup plus facile. On peut travailler n'importe où en Europe sans problème. Et quand on arrive aux États-Unis, en fait, on n'a pas le droit d'être aux États-Unis à part pour visiter le pays. Et pas plus de 3 ou 6 mois. Oui, et si on dépasse cette période, on n'a plus le droit de re-rentrer pendant 5 ans. Ah d'accord. Donc vous devez retourner après 6 mois en France? Oui. Chaque fois? Et y rester ou avoir une excellente raison de retourner pour qu'ils me donnent un visa pour 3 ou 6 mois. D'accord. Et ça arrive rarement parce qu'après être venu deux fois aux États-Unis, ils commencent à trouver ça louche. Vous trouvez que les immigrants de France ont autant de problèmes d'immigrer en France? C'est-à-dire quelqu'un des États-Unis, est-ce que aura tellement autant de problèmes d'immigrer en France? Oui, je crois que, étant donné que les rapports franco-américains sont un peu égaux. Oui, ils sont un peu œil pour œil, dent pour dent aussi. Voilà. C'est-à-dire que vous ne nous laissez pas travailler ici. Donc on ne vous laisse pas travailler là-bas. D'accord. En plus, il y a ce problème de deux pays qui sont tous les deux très bien éduqués, dont les gens sont très éduqués. Donc effectivement, quand il y a des gens qui viennent des États-Unis ou des Français qui vont aux États-Unis, le travail qu'ils prennent
peut être remplacé par, Ouais. par quelqu'un qui est, disons, de la nationalité. Oui, et donc, absolument. ce serait voler un travail de... Ça peut être vu comme ça, oui. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'en France, les immigrants prennent en réalité le travail des Français? Ça dépend vraiment quels immigrants. Je ne crois pas, en général, je ne crois pas qu'il y ait des immigrants qui peuvent prendre le travail des Français, étant donné que les immigrés, justement, font le travail que les Français n'aiment pas faire. C'est-à-dire, il y a les éboueurs, les balayeurs, enfin, toutes ces Voilà, choses-là. d'accord. Donc, si je comprends bien, tout d'abord, ces immigrants ont été amenés en France à la demande des Français qui ne voulaient pas faire ce genre de travaux. C'est ça, oui. Et maintenant, ils n'en veulent plus, c'est ça? Ou bien ne veulent plus de leurs enfants ou enfin... C'est ça. Ils les ont fait venir, pas tellement parce que les Français ne voulaient pas le faire, mais parce qu'il n'y avait pas assez de gens pour travailler en France. Il y avait il y avait trop de travail. Il y avait trop de travail. Et depuis la crise, depuis 1973 environ, donc depuis la crise du pétrole, le chômage a commencé à s'installer en France et en Europe. Et effectivement, ces gens-là sont ont des enfants et donc... Or, ces enfants sont français. Automatiquement. Automatiquement. Donc, ils ne prêtent pas plus. Ils sont français, ils parlent français, ils n'ont aucun problème de... Est-ce qu'il y a des lois, disons, pour protéger ces enfants contre la discrimination? C'est-à-dire, comme ici, nous avons les lois qui s'appellent IOSI, c'est-à-dire qui protègent les gens, qui donnent aux employés plutôt... accès égal à tous les emplois, c'est-à-dire que regardless, c'est-à-dire sans attention à leur nationalité d'origine ou à leur race, enfin, ou même à leur sexe, c'est-à-dire tout ça s'appelle le Equal Opportunity Employment, c'est-à-dire. À ma connaissance, il n'y a pas de loi écrite. C'est pour ça que dans le journal, vous avez dit, il mentionne jamais Equal Opportunity Employment. Jamais, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je l'ai vu aux États-Unis. D'accord. Et effectivement, un employeur n'osera pas dire non, je ne veux pas de femmes, non, je ne veux pas d'arabes, ou non, je ne veux pas de noirs. Ou non, je ne veux pas de portugais ou de... Mais effectivement, ça se passera comme ça. Et ça se passera comme ça, c'est-à-dire l'employeur a le droit de ne pas employer un noir, par exemple. Sans raison vraie. Et donc, cet employé ne pourra pas aller, disons, porter plainte. Non, à moins d'avoir vraiment des preuves très fortes qu'il y a eu racisme. Et qu'est-ce qu'il peut faire s'il n'y a pas de loi? C'est ça. Et puis, ça coûte très cher. S'il n'y a pas, ici, le gouvernement paye les avocats pour protéger les employeurs. C'est-à-dire s'ils sont vraiment discriminés. Ah non, nous on n'a pas du tout ça. Ok, donc si je comprends bien, en tant que Française aux États-Unis, pour trouver un emploi, il vous faudra, ou bien que vous connaissez quelqu'un qui vous donne un emploi par écrit, et en plus, il vous faudra trouver un sponsor. Non seulement un employeur, mais un sponsor. C'est ça. Il faudrait trouver quelqu'un qui ait besoin de moi et qui ne puisse pas me remplacer par un Américain. Ah d'accord. C'est vraiment donc, ça. Donc il faudrait quelqu'un qui vraiment ait besoin de quelqu'un qui parle français. Qui parle français et qui ait besoin de mes diplômes. Et est-ce que vous avez trouvé, disons, quelqu'un qui a besoin de vous Pour le moment, non. Okay. Pas encore. Quelle est votre profession à propos? En France, j'étais assistante de production ou assistante régisseuse à la télé. À la télé. Donc vous n'employez pas tellement la langue? Absolument. Donc ici, en tant que Française aux États-Unis, vous ne pouvez pas trouver, disons, un emploi dans cette branche Ça va être assez difficile. Bon, j'ai eu la chance, avant de travailler à la télé en France, j'ai travaillé comme professeur pendant assez longtemps. Donc je peux me recycler à nouveau dans le professorat ici et travailler. Et enseigner? Oui. Si quelqu'un vous offre un emploi? Exactement. Et ça, vous avez essayé quelques écoles? Oui, bien sûr. D'accord. Donc il y a quand même une chance. Oui. Une chance très mineure, mais enfin il y a quand même une chance que vous pourriez émigrer un de ces jours. Oui. Si quelqu'un a besoin de vos aptitudes. Et si on me donnera à ce moment-là un visa de travail qui durera aussi longtemps que mon contrat dure. C'est-à-dire si c'est 1 an. Et après, je dois sortir à nouveau des États-Unis. Après votre travail. Donc la seule manière pour vraiment être résident serait que vous mariez. Oui. Ok, ben on a beaucoup de caméramans ici qui recherchent des femmes. On essaiera de vous marier ce soir. Ok, bon, merci beaucoup. Je crois que nous sommes à la fin de notre segment, comme nous le signale le directeur. Et ça a été vraiment un plaisir de nous avoir éclaircis sur ces points. Et merci encore d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Donc, c'est Catherine Dana qui vient de nous donner quelques nouvelles de France. Merci.